Bonsoir fidèles téléspectateurs, bonjour fidèles téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission et bienvenue dans le cadre de cette émission. Si Jeunesse pouvait, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la dite émission. Nous sommes honorés par la présence d'une personne que vous connaissez déjà, donc il n'est même plus à présenter, mais bon voilà. Donc nous recevons aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, monsieur Ejon Kandolo et le membre de RDC+, sur ce plateau. Mais voilà, pour une toute petite histoire, qui est monsieur Ejon Kandolo, parce qu'il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, nous le recevons en tant qu'acteur de développement et opérateur politique. Mais monsieur Ejon Kandolo, il est jeune leader, il a été initiateur de U26, Unité 26, il est également coordonnateur de RDC+. Voilà, il est en même temps coach pour beaucoup et c'est un modèle également pour cette jeunesse congolaise. Donc c'est avec lui que nous allons vous parler de ces spéciales 60 ans après l'indépendance, regard de la jeunesse. Bonjour, bonsoir monsieur Ejon Kandolo. Bonjour, bonsoir Jenny. Et bienvenue. Merci encore beaucoup. Une fois. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Voilà, donc aujourd'hui nous parlons quand même de ces spéciales 60 ans après l'indépendance. Quel regard avez-vous sur les 60 ans d'indépendance de notre pays, de la RDC? C'est vrai que ça va paraître une monotonie parce que plusieurs personnes l'ont dit. Nous avons vu à l'occasion, il y a eu plusieurs discours, dont le premier, les discours officiels du chef de l'État, les discours des opposants, mais aussi les regards de certains analystes. Tout le monde est d'accord que le tableau n'est pas du tout réluissant. Donc les 60 années de l'indépendance n'ont pas été de beaucoup de fleurs pour notre pays. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il faudrait retenir que c'est des 60 ans de lutte, c'est des 60 ans de combat et l'idéal que nous voulons, c'est effectivement bâtir un grand pays au cœur de l'Afrique. Ce n'est pas encore atteint. Il fallait passer par beaucoup de péripéties. Mais bon, le pays est là, c'est l'essentiel. Donc le pays n'a pas été effacé de la carte. Les Congolais sont là et pleins d'espoir. Vous y croyez? Vous croyez que un jour, il y aura quand même ces changements quand tout le monde attend, et surtout avec la vision actuelle du chef de l'État? Dur comme fer, j'y ai toujours cru. Que ce soit avec la vision du chef de l'État ou pas, je reste convaincu que le Congo a une belle histoire à écrire et tôt ou tard, nous finirons par l'écrire. Et pour rester dans votre logique, en parlant de la vision du chef de l'État, il y a beaucoup de signaux positifs. Comme vous le savez, cette émission, nous la tournons dans le contexte d'après état d'urgence. Ce n'est pas seulement le contexte d'après 60 ans d'indépendance. Les 60 ans d'indépendance sont arrivés pendant que nous étions dans cette période qui est assez atypique parce que c'est une période où il y a une pandémie qui s'est généralisée partout dans le monde et que la gestion de cette pandémie dépendait effectivement des aptitudes des uns et des autres à réagir parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été annoncé dès le départ. Donc nous avons vu que partout ailleurs dans le monde, il y a eu des tâtonnements, il y a eu des essais-erreurs et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, on ne sait même pas quel est le produit réel qui guérit le Covid. Mais dans ces contextes, effectivement, nous avons fêté. Dieu a voulu que nos 60 années d'indépendance se passent dans ces contextes. Et après, c'est un contexte où il faut beaucoup de courage de vivre quand on regarde combien sont morts, combien ont été ravagés, combien l'économie mondiale est terrassée. Mais bon, après, on garde espoir, comme je l'ai dit, on prend conscience, on tire des leçons. C'est dans ces contextes-là, effectivement, que nous avons passé nos 60 ans d'indépendance, contexte des méditations, certes, mais aussi de conscience parce que c'est vraiment des défis que nous devons relever en tant que peuple, en tant que nation, en tant que partageant un commun patrimoine et une commune histoire que nous devons redorer. Voilà. Et comme tu parles de l'état d'urgence, nous rappelons également à tous les téléspectateurs qui nous suivent et surtout cette jeunesse congolaise qu'il faudrait respecter les mesures barrières. C'est très important. Il faudrait porter le masque, il faudrait se laver les mains régulièrement, ainsi de suite. Donc il faudrait au moins garder une distance d'1 mètre ou 2 mètres, ça dépend de là où vous vous trouvez. Alors, monsieur Ejon Kandolo, c'est vrai qu'aujourd'hui nous vous recevons en tant qu'acteur de développement et opérateur politique. Alors, je voudrais quand même savoir les rôles que joue la jeunesse sur le plan politique, sur le plan social et économique.
Avant de parler du rôle que joue la jeunesse, je voudrais ici parler de l'héritage même de ces 60 ans d'indépendance, sur le plan politique, sur le plan social et tout. C'est vrai que nous l'avons dit d'entrée des jeux, les tableaux n'est pas du tout reluisant. La jeunesse, à un moment donné, se retrouvait comme une sorte de génération sacrifiée parce que la classe politique, depuis les années de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, est beaucoup plus caractérisée par le querelle. C'est vrai que c'est des bonnes guerres. En politique, on ne se fait pas de cadeaux parce qu'on ne rencontre pas de moines antiques, mais il s'agit du destin d'un pays. On ne peut pas le regarder effectivement comme une sorte de pièce de théâtre à la télévision. Donc ça nous concerne parce qu'il s'agit des décisions qui engagent chacun de nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants qui viendront. En fait, les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des répercussions. Tout ce qui s'est passé dès l'entame de l'indépendance, ça veut dire en 1960, a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'héritage que les politiciens nous laissent? C'est un héritage vraiment de médiocrité, si on veut le dire comme ça. D'après M. Jean Candelo. Justement, non mais effectivement, aujourd'hui, on a peu de modèles sur le plan politique. La politique a presque amenuisé, en fait, la joie même de vivre en tant que Congolais. Les gens ont perdu des repères et il n'y a pas assez de modèles. En fait, je parle de l'indépendance jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez, pendant 60 ans, les jeunes ont du mal à s'identifier de vrais repères, de vrais modèles sur l'ensemble de la classe politique. Ça a eu des répercussions sur les tissus sociaux. La jeunesse aborde l'avenir comme une sorte de menace et de plus en plus les gens ne croyaient même plus en leur pays et c'est de là qu'est venu même des boutades du type Bate Kamboko Tokabola, des boutades du type Mboko Ekobongate. Ça veut dire ça renforçait les gens dans un pessimisme béat et les gens sont devenus de plus en plus opportunistes. Ils sont paresseux mais ils veulent à tout prix être riches. Donc c'est ça le paradoxe. Le pays a été plongé dans une misère indescriptible. Ce n'est pas aussi un problème de mentalité? Il faudrait d'abord avant tout justement, combattre. la mentalité aujourd'hui a une place de choix. Mais la mentalité, il y a un problème. L'impulsion qui devrait venir de ceux qui dirigent. Ceux qui se sont dit qu'ils sont aptes à diriger aux destinées du pays. Malheureusement, on a eu 32 ans de dictature, 18 années ou 21 ans d'une autre forme de dictature qui ne disait pas son nom. C'est maintenant que la bonne nouvelle, c'est que le pays est en train de vouloir se redresser parce que pour la toute première fois de l'histoire du Congo, on a eu la première alternance pacifique, mais cela ne s'est pas fait sans de douleur. C'était carrément comme une alternance par césarienne et aujourd'hui il y a d'un côté ceux qui se sentent toujours jusqu'à ce jour lésés, qui pensent que l'alternance ne s'est pas fait comme eux ils voulaient que ça se passe, mais toujours est-il que nous constatons que cette alternance a permis aujourd'hui que des choses bougent. Parce que pour la première fois dans notre histoire, on n'avait jamais vu je l'ai dit, par exemple, les efforts de l'état des droits qui sont en train de se poser. Un directeur de cabinet. Comme d'habitude. Justement, il y a certains qui ne sont le changement est toujours mal vu. En fait, les changements, c'est quelque chose qui ne peut pas être accepté. Non pas seulement parce que les gens ont la mauvaise... c'est pour notre bien-être. Justement, non pas seulement parce que les gens ont la mauvaise foi, mais parce que les gens ont l'habitude. Je vais te faire rire. Quand les gens prennent le transport sur le boulevard, ils disent souvent Tikanga la Sabena. Mais il n'y a pas de Sabena là-bas. Parce qu'en fait, les gens ont eu l'habitude. Jusqu'aujourd'hui, l'avenue de Libération, les gens appellent ça toujours 24 novembre. Donc, on a 24. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont la mauvaise foi, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Les habitudes font aussi que le changement puisse avoir des obstacles. Il y a des gens qui étaient habitués à des magouilles, il y a des gens qui étaient habitués à l'impunité. Ce n'est pas aussi du jour au lendemain, même si c'est pour le bien commun, ils verront en fait la particularité égoïste pour se dire que bon, en fait, ça ne va pas aller. Et ne vous attendez pas que l'état des droits soit salué comme ça. Et même ceux qui crient matin, midi, soir, état des droits, ils sont le premier à combattre l'état des droits. Alors j'étais en train de dire que il y a des signaux aujourd'hui qui nous montrent que d'une façon ou d'une autre, nous avions eu raison, nous autres, de croire avant beaucoup de gens. Moi, je me rappelle, j'ai fait des débats avec des gens quand il y a eu ce dialogue de Saint-Sylvestre, la Senco et tout ça.
Oh non, ils se réunissent toujours comme ça, il n'y a pas de suite. Et puis après, je dis, moi j'y crois dur comme fer. C'était le début de quelque chose. C'est vrai qu'après, on a roulé les gens de l'opposition, on a débauché quelques-uns, ils se sont retrouvés dans... Mais j'ai continué à croire. Les gens m'ont dit qu'il n'y aura pas élection dans ces pays. Moi, je leur ai dit, les élections vont se passer 2018. Oh non, jusqu'à preuve du contraire, Nanga. Moi, j'ai dit, les élections se passeront. Les gens ont vu les élections. Les gens ont dit dans ces pays qu'un militaire ne peut jamais laisser le pouvoir, que par un coup d'État et tout ça. J'ai cru dans le contraire. Je leur ai dit, c'est possible que le militaire, là, laisse le pouvoir. Et puis après, comme par baguette magique... Tu as cru aveuglément, ou bien non, en fait, dans la vie, il faut être un homme et une femme des convictions. Quand on croit à un rêve, on croit en sa possibilité de se réaliser. Moi, j'ai cru au Congo. Quel que soit ce qui peut arriver comme péripétie, j'ai cru à un Congo meilleur. Et ce Congo-là, avec ou sans cette classe politique actuelle, ce Congo finira par se construire et revêtir sa plus belle robe. Et ça, c'est sûr. La jeunesse congolaise, au-delà de cris, au-delà d'une sorte de désespoir qui l'a caractérisée, elle peut croire que le destin du Congo est meilleur. Aujourd'hui, le chef de l'État, comme un instrument de Dieu, est en train de faire ce qu'il peut faire. L'on a dit, je vis la polémique autour de l'âge d'or ou pas et tout ça. De toutes les façons, on ne peut pas devenir une économie florissante en 3 ans, en un mandat, en 2 ans. Il pose les jalons. Et pour le moment, en fait, le cheval de bataille qui est l'état des droits. Aujourd'hui, ça bouge dans tous les sens. On ne pouvait pas s'imaginer que dans ce pays, un jour, des gens qui étaient des intouchables puissent être touchés. On a vu des arrestations, on a vu des ministres, le numéro 1 de la Banque centrale, des hauts gradés de l'armée passer à la cour, même en tant que témoin, mais ça ne s'était jamais passé dans ces pays. C'est des choses qui donnent l'espoir et qui renforcent en fait la conviction que nous avons que ce pays finira par se relever. Et ça, ce n'est plus pour longtemps. Ok. Alors là, vous avez parlé d'une manière générale, vous avez parlé de cet héritage sur le plan politique, social et économique. Et tout à l'heure, je vous ai posé la question, les rôles que joue cette jeunesse, bien sûr. C'est vrai que la jeunesse tente d'une façon ou d'une autre de faire ce qu'elle peut. À un moment donné... Elle est combattue tout le temps. Non, mais en fait il ne faut pas dire que la jeunesse est combattue ou on ne veut pas laisser la place à la jeunesse. La vie est ainsi faite. Justement, la vie est ainsi faite. On ne peut pas donner comme sur un plateau d'or à la jeunesse, je ne sais pas moi, de pause ou truc. Dans la vie, il faut savoir se battre. Se battre pour un idéal. Premièrement, c'est de croire que cet idéal existe et qu'il est possible que cela soit réalisé. La jeunesse, effectivement, il y a des choses que le gouvernement devrait être fait. Ils n'ont pas donné l'emploi à la jeunesse, ils n'ont pas donné la bonne éducation à la jeunesse, ils n'ont pas trouvé les conditions meilleures à donner à la jeunesse pour qu'elle puisse exploiter ses talents. Aujourd'hui, où sont les piscines aux normes, aux standards internationaux pour la natation? Ça veut dire s'il y a un jeune Congolais qui naît ici, dans le contexte congolais, qui a le don, le talent de la natation, il ne saura jamais réaliser ses rêves. Si par exemple, aujourd'hui, il n'y a que le football, regardez le ministère de la Jeunesse, depuis que ce pays est pays. Le ministère de la Jeunesse est toujours la risée. Le ministère de la Jeunesse se retrouve dans la catégorie 3 de ministère. Il n'y a même pas un budget conséquent pour le ministère de la Jeunesse. Jusque-là, le cahier des charges du ministère de la Jeunesse, c'était sensibilisation et mobilisation. C'est creux. À un moment donné, soit ce ministère existe, soit on enlève au lieu que ce soit un ministère figurant. Et les ministres de la jeunesse, c'est parmi les ministres qui s'ennuient parce que c'est des ministres passifs. C'est des ministres qui attendent qu'il y ait un projet, qui attendent qu'il y ait un ambassadeur, qui attendent qu'il y ait une organisation internationale qui vient et puis on fait un reportage, ça passe. C'est pas un ministère où on peut dire qu'on peut avoir des initiatives, encore que c'est aussi un problème de vision. Parce que quand on a une vision, même s'il n'y a pas un contenu, on peut créer ces contenus. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, il est jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté. Mais je crois que c'était un gros chantier, initiation à la nouvelle citoyenneté, parce que tout à l'heure, nous avons parlé de changement de mentalité. Nous allons y revenir. Aujourd'hui, on pouvait effectivement donner un contenu à l'initiation à la citoyenneté. Parce que effectivement, c'est un grand chantier. Si nous avons parlé de la question transversale de mentalité... Mais qu'est-ce qui manque d'ailleurs à ces ministères, en fait? C'est la vision non, de la personne je t'ai dit bien que le ministère de la Jeunesse, il y a eu toute une histoire avec le ministère de la Jeunesse. Avant, le combat de la plupart des structures des jeunes, c'était que le ministère de la Jeunesse ne devait pas être associé à quelque chose d'autre. C'était sport, loisirs et jeunesse.
En fait, ça s'appelait jeunesse, sport et loisirs. Mais en réalité, c'est la jeunesse qui était à la queue. Dans l'ordre, ça s'appelle jeunesse, sport et loisirs. Mais en fait, c'était le sport, loisirs et jeunesse à la queue. En réalité, parce que les cahiers des charges du contenu de la jeunesse n'existaient pas. C'était sensibilisation et mobilisation. Les combats, c'était qu'on nous donne un ministre jeune, mais qu'on puisse donner l'autonomie au ministère de la jeunesse. Mais en donnant, cela a eu progressivement des efforts. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse est à part entière un ministère de la Jeunesse. Je crois que c'est un pari gagné pour tous ceux qui faisaient les plaidoyers. Mais il faudrait qu'on renforce, qu'on donne un contenu. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la jeunesse est toujours annexée à quelque chose. Regardez au niveau, par exemple, de conseil. Je crois qu'avec la nouvelle reconfiguration, le chef de l'État pourra saisir l'occasion pour améliorer les choses. Par exemple, nous avons un conseiller spécial du chef de l'État en matière de violences sexuelles et jeunesse. Non. Pourquoi on doit annexer jeunesse à quelque chose? Il faudrait en principe qu'il y ait carrément un conseil spécial du chef de l'État en matière de la jeunesse. Parce que la jeunesse représente 70% de la population congolaise. La jeunesse, c'est vraiment le gage. Quand on parle de l'avenir, on voit la jeunesse. S'il n'y a pas un programme particulier avec un accent très prononcé sur la jeunesse sera toujours comme dans les etc. etc. La jeunesse doit être prise en compte de façon sérieuse avec toute sa considération possible et donner un contenu. Parce que la jeunesse, c'est l'impulsion. Aujourd'hui, vous avez parlé du changement de mentalité. C'est vrai que pour le non-jeune, l'approche sera peut-être curative, qui n'est pas une approche très facile. Mais pour les jeunes et les plus jeunes, l'approche sera préventive. Donc, on met déjà un certain nombre d'ingrédients pour permettre au finish de vérifier si cela a été réalisé ou pas. C'est parce que on ne fait pas ces choses qu'aujourd'hui on se plaint. On se plaint sur quoi? On ne peut pas avoir de résultats si on n'avait pas prévu des objectifs au départ. Ça veut dire qu'en parlant de changement de mentalité, il y a cette cellule CSM au niveau de la présidence. Ça va totaliser une année au mois d'août. Mais j'ai comme impression que cela ne fonctionne pas comme il se doit. Parce que, en fait, une année après, on n'a pas un contenu. Les changements de mentalité est abordé comment? Le changement de mentalité, c'est pas quelques panneaux pour dire, bon, voilà, je sais pas moi, quoi. Le changement de mentalité, il faut un vademecum du changement de mentalité. Il faut un diagnostic clair. Parce que dans les 60 ans, on a détruit la mentalité du Congolais. Les Congolais n'aiment plus son pays. Les Congolais est dans la paresse. Les Congolais maudissent son pays. Mais c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup de sérieux. Les changements de mentalité impliquent qu'on y mette des profs de psychologie, qu'on y mette des enseignants qui donnent l'éducation à la citoyenneté. Non, avant la sensibilisation, il faudrait d'abord faire un diagnostic. On a vu dernièrement, oui, c'est vrai. On change quelle mentalité? Il faut se poser une question. On change quelle mentalité? Alors, est-ce que les mentalités... D'après vous, quelle mentalité justement, j'en viens. C'est la question qu'il faut se poser. Et il faut faire un vrai diagnostic. L'homme congolais, aujourd'hui, il n'aime pas son pays, il est paresseux, il ne croit pas en son pays. Il faudrait qu'on crée un rêve congolais. Pour créer un rêve congolais, il faut qu'on suscite en fait l'amour, le patriotisme dans le chef du Congolais. Et je crois que la jeunesse est une bonne cible parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle représente 70%. Parce qu'il faut investir dans la jeunesse. Il ne faut pas faire les choses dans l'immédiateté. Mais quand tu parles d'investir dans la jeunesse, qu'est-ce que vous... Oui, c'est vrai que je sais que vous parlez tellement bien et puis... Laissez-moi développer cette idée. Justement. Et puis laissez-moi aussi le temps de vous poser des questions pour que cette jeunesse et les gens qui nous suivent à la maison parce que quand vous posez des questions, c'est pour que les gens comprennent. Alors si je n'ai pas fini, ça risque de passer à côté. Je disais ceci. Pour changer les mentalités, il faut faire l'état des lieux de la situation actuelle de mentalité. C'est vrai qu'elle est défectueuse, mais quels sont les indicateurs qui montrent qu'elle est défectueuse? Les énumérer. Ça, c'est une première des choses. Et maintenant, après, c'est poser la question, quelles sont les solutions? Et qui est-ce qu'on peut associer? Est-ce que ce sont des coachs? Est-ce que ce sont des professeurs d'éducation citoyenne? Parce que dans la mentalité, il y a aussi la question de ne pas aimer son pays. Combien de Congolais connaissent leur constitution? Combien de Congolais comprennent au moins leurs devoirs et leurs droits? C'est les basiques. Je vais t'étonner, une fois j'ai regardé le catch américain. Un catcheur parle du 12e amendement et tous les publics connaissent c'est quoi le 12e amendement. Vous connaissez? Ça, c'est des choses assez pratiques. On devrait au moins s'approprier notre constitution, connaître le bien et le mal, le respect des biens publics. C'est des valeurs qu'on doit rappeler aux Congolais. Et puis, est-ce que la même approche qu'on utilise pour les femmes, c'est la même approche qu'on utilise pour les jeunes? Est-ce que c'est la même approche qu'on utilise pour les politiciens? Dans le changement de mentalité, quels sont les éléments communs? Quels sont les éléments de différenciation? Et puis, établir maintenant quelle est la méthode préventive et quelle est la méthode curative.
C'est comme ça qu'on donne un contenu. Et avec ce vade-mecum du changement de mentalité, on peut maintenant faire la vulgarisation, la sensibilisation dans toutes les langues. Et on sait quelle approche utiliser aux plus jeunes, quelle approche utiliser aux adolescents, ainsi de suite. Ça renforce. Et dans le contenu, on verra que il faudrait qu'on trouve quelle est la solution au Congo pour que les Congolais apprennent à aimer leur pays, à s'investir pour le pays. Quand quelqu'un va à l'école, il ne se dit pas que j'étudie parce que mes parents m'ont envoyé, mais il pense qu'en étudiant, c'est pour que je puisse apporter quelque chose au Congo. Quand quelqu'un fait un travail, il se dit ça, c'est pour participer au développement de mon pays. Et ça se bâtit progressivement. Quand quelqu'un se retrouve devant une situation, aujourd'hui, on porte par exemple le masque, vous l'avez tout à l'heure dit, on le porte comme on met la ceinture de sécurité. Parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec les policiers. Non, les gens devraient comprendre qu'ils ne font pas des choses parce qu'il y a une contrainte, mais parce que c'est bien pour eux. Et ça, il faudrait de méthodes. Pas en fait venir avec des brutalités, venir avec de répression, alors qu'au départ, on n'a pas prévu ça. Et ça, c'est très important. Pour une population qui a été détruite autant pendant les 32 ans de dictature des Mobutu, pendant les 21 ans ou 18 ans qui ont suivi, et tout ça, ce n'est pas un travail de 2 matins. Ça demande vraiment du sérieux. Et moi, quand j'avais appris qu'il y a maintenant la cellule de changement de mentalité, j'ai dit, mais Dieu, ça y est, il faudrait qu'on donne un contenu. Mais malheureusement, une année après, on voit que ça piétine. Il faudrait vraiment qu'il y ait du sérieux. Au départ, j'insiste, il faut qu'il y ait un vade-mecum. Et ce vade-mecum doit être un travail, pas d'une seule personne. On doit associer des intelligences de plusieurs ordres. Les coachs en développement personnel, des enseignants, des psychologues, des sensibilisateurs communautaires, pour qu'on puisse avoir un contenu, pour qu'on puisse uniformiser, codifier ces contenus et maintenant le vulgariser, et ça pourra donner de l'impulsion au Congo. Et dans ce contexte-là, on apprendra à aimer le pays, on apprendra à aimer le prochain, on apprendra à ne plus être tribaliste. Parce qu'aujourd'hui, dans les mentalités, l'une je vais même appeler ça cancer. C'est vraiment un cancer, c'est le tribalisme. Et malheureusement, même même des clergés, des pasteurs d'église, de prêtres, des hommes politiques qui sont censés en fait enseigner aux gens les valeurs de l'humanité, ils sont en train de séparer les gens, ils sont en train de mettre progressivement de venin. Mais justement, mais tout le monde aujourd'hui est politicien au Congo, même ceux qui s'appellent société civile, ceux qui s'appellent confession religieuse. Les gens font toujours indirectement la politique et pour des raisons non avouées, ils font de bêtises. Et ça fait partie de points à mettre dans le vade-mecum de changement de mentalité. Comment sortir du tribalisme et analyser froidement cela. Est-ce que nous devons revenir à ce que Mobutu faisait à l'époque où un gouverneur d'une province ne peut pas être originaire de cette province? Est-ce qu'on peut donner, par exemple, qu'il y ait une loi qui dit que dans un cabinet des ministres, on ne peut pas avoir, par exemple, plus de 10 personnes de sa province? Est-ce que c'est des questions qu'on peut se poser, mais tout en n'étant pas complaisant, parce que en fait, nous devons privilégier les compétences. Parce que si on commence à dire, on va rejeter quelqu'un de ma province juste parce qu'il est de ma province, alors qu'il est compétent plus que les 10 personnes qui se présentent devant moi d'autres provinces, ça serait injuste. Mais voir tout ça, analyser ces questions froidement, les aborder avec humanisme et patriotisme, parce que nous n'avons qu'un seul pays, ce pays, le Congo. Voilà. Monsieur Jean Kandolo, c'est vrai que vous parlez bien, vous avez beaucoup de matière en vous. Alors, en tant qu'acteur de développement et opérateur politique, quels sont les combats? Parce que monsieur Jean Kandolo, vous portez plusieurs casquettes, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes écrivain, en même temps vous êtes coordonnateur de RDC+. Alors, quels sont les combats personnels de monsieur Jean Kandolo? Parce que c'est vrai que vous voulez aussi que ces Congos changent et vous croyez depuis, vous redonnez également tout le temps l'espoir à cette jeunesse congolaise de se prendre en charge, je disais, vous conscientisez souvent la jeunesse congolaise. Et personnellement, quels sont les combats de monsieur Jean Kandolo? Mon combat n'a pas changé depuis que j'en ai conscience, je crois que ça va faire peut-être 20 ans. Tout jeune, je sais que mon combat reste de valoriser la RDC. Et j'avais identifié le problème. Le problème, c'est que le Congolais vit dans un pessimisme béat. Alors, il faudrait leur apporter un message d'espoir, mais aussi leur dire que le Congolais doit apprendre à rêver. Et pour rêver, en fait, on n'a pas besoin d'être né dans la cuisse du Jupiter. Donc, pour rêver, en fait, il n'y a pas de taxe sur le rêve. Oui. Mais seulement, il faut avoir conscience qu'entre le rêve et la réalisation, il y a un parcours. Ça, c'est ce qui est très important. Et mon combat, c'est pour le bien-être du Congolais. C'est pour que le Congo soit valorisé. On ne peut pas imaginer qu'on soit dans un pays qui s'appelle un géant au cœur d'Afrique, mais qu'à la RTNC, il n'y ait même pas un journal panafricain. Quelle est la vision, le regard du Congo sur l'Afrique? Quelle est
les regards du Congo sur le monde. Les Chinois le font. J'étais dans, je ne sais plus dans quelle ville, j'ai vu que CCTV des Chinois là, c'était en 9 langues. Mais en fait, ils veulent faire véhiculer leur histoire. C'est quoi les contenus programmatifs de notre chaîne nationale? C'est quoi l'ambition que nous avons? Les Congos de la grandeur. Est-ce qu'on sent la grandeur? Je vois généralement les jeunes Congolais, quand ils vont dans un petit forum à l'extérieur, même dans un pays d'Afrique, il se prend de photos avec quelqu'un d'autre d'un autre pays. Oh, mon ami de tel pays. En fait, pour lui, en fait, c'est pour valider. Quand il met ça sur Facebook, il croit qu'il est devenu grand. Mais les Congos, la grandeur, il faut qu'on cultive cette grandeur. Pourquoi les Congos ne doivent pas organiser des forums ici? D'autres jeunes d'Afrique ou du monde où les autres viennent ici. Mais il y a quand même certains qui organisent, monsieur Jean. Non. Moi, j'ai évolué dans les milieux des jeunes. Je n'ai jamais vu un forum de grande envergure organisé au Congo où il y a des jeunes de plus de 20 pays d'Afrique. Non, mais écoutez, mais il y a des subventions. Et les gouvernements de ces pays où on organise, par exemple en Namibie ou au Rwanda ou je ne sais pas moi quoi, ces gouvernements soutiennent les initiatives de leurs jeunes. Et même si ils ne soutiennent pas, ils donnent d'initiative sans qu'on puisse le soutenir. Est-ce que vous évoluez aussi dans ce sens? Nous sommes dans un pays qui s'est reconstruit. Et comme je dis, il y a de bonnes choses qui se font, mais il y a des choses qui tardent. Nous, l'année passée, on a essayé de faire un forum. Et puis c'était une perspective parce que, justement, on ne peut pas faire un grand forum qui peut réunir plus de 100 jeunes venus d'Afrique ou 150 avec ses propres moyens. Parce qu'il faut les loger, parce qu'il faudrait prendre en charge tous les temps de séjour, il faut avoir une bonne salle, Mais ce forum servirait, par exemple, de vitrine pour la RDC. Le chef de l'État, l'année prochaine, il sera le président de l'Union africaine. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est juste un titre honorifique, symbolique et tout ça, ça n'aura pas de grands enjeux. Mais il faut profiter de l'occasion pour vendre la RDC. La RDC, je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu la toute première alternance. Quoi que l'on dise, c'est historique et ça reste aujourd'hui un exemple en Afrique. Comment vendre ça pour un pays post-conflit? Pour un pays où il y a toujours des guerres à l'Est et tout ça. Mais on est parvenu à faire... Mais il y a eu, je ne vous coupe pas la parole, une ambassadrice, je crois, de la jeunesse. Comment on l'appelle, Madame Mayuma? Ou un truc comme ça qui... Bon, en fait, elle, je sais pas dans quel contexte, la jeunesse doit se retrouver dans des gens qui sont censés les représenter. Il faudrait qu'il y ait un cordon ombilical. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui est tombé dans la sauce. D'abord, il y a une procédure. Nous ne pouvons pas être fiers quand il y a des choses qui sont faites frauduleusement. Pour devenir président de l'Union, parce que vous en avez parlé, laissez-moi parler. Pour devenir président, de l'Union panafricaine de la jeunesse, il faut d'abord être président du Conseil national des jeunes de son pays. Elle n'avait jamais été. Donc déjà la procédure est biaisée. Et elle n'avait jamais milité dans une association de jeunes. Non, mais écoute, tu sais, nous sommes... Non. Elle a été désavouée pour son deuxième mandat. Non, justement. Mais écoute, le mal reste mal même si on ne l'a pas dénoncé. Je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de jeunes. Arthur Kayumba, il avait fait des démarches ici à l'époque du Premier ministre Matata Ponyo. Après, on l'avait fait taire. On lui avait dit non, c'est un dossier sensible. Je vais te dire une chose. Le mal reste mal. Nous devons arrêter avec ce folklorisme où quand quelqu'un devient ou ministre ou je ne sais pas quoi, on l'applaudit et on oublie toutes les bêtises et on oublie son incompétence. Le problème, ce n'est pas d'arriver à assumer un rôle. Le problème n'est pas d'avoir un titre. C'est d'abord le comment on est arrivé là-bas et qu'est-ce que l'on fait en retour. La jeunesse congolaise n'a jamais eu une flèche retour par rapport à cette représentation-là. Parce que déjà, c'est une représentation qui s'est fait frauduleusement. Je suis en train de te dire que partout en Afrique, ce sont le président du Conseil national des jeunes qui deviennent le président de l'Union panafricaine. C'est vrai que ce n'est pas le but de notre émission, mais vous avez ouvert la porte. Et puis, ici, il y a eu un forcing. Et le président de l'époque, Diama Kambèche, s'est tué. Parce que sûrement, il y avait eu des intimidations. Et la dame est passée comme elle est passée. Mais il n'y a jamais eu de retour parce qu'elle savait qu'elle n'était pas redevable, la jeunesse congolaise. Il n'y avait rien. Elle a continué à faire son show pour son propre lobbying politique. Point barre. Il n'y a pas eu que la jeunesse congolaise s'est retrouvée dans ça. Et c'est de la honte qu'au niveau national, moi j'ai Dr Chris qui est congolais, qui est en Éthiopie, au siège Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Il avait quelle honte? Il est congolais. Il dit, mais mon frère, j'ai la grosse honte ici, parce qu'en fait, on ne doit pas tricher pour être au sommet et puis acclamer, compter le nombre de fois qu'on a été au sommet. Non. Nous devons, aujourd'hui, dans les mentalités congolaises, nous devons aussi apprendre à saluer les mérites, pas la tricherie, pas la compromission. Des gens qui deviennent haut placés par des compromissions et puis nous, on applaudit. C'est comme ça qu'aujourd'hui,
On déballe, on se rend compte avec le procès de 100 jours, on a découvert des choses terribles. Terrible. Dans un pays où on applaudit tout celui qui distribue de l'argent, on s'est rendu compte que la plupart des gens, alors qu'il y a des jeunes qui se battent ici, entrepreneuriat, il a juste un petit $200 de capital, il y a juste $1000 de capital, mais il y a des jeunes qui n'ont rien fourni comme effort, ils se retrouvent là en train de jouer avec des millions. Parce que le pays a applaudi les antivaleurs. Apprenons à célébrer le belle victoire. C'est possible pour les Congo d'avoir des gens qui réussissent honnêtement, qui font la fierté au vrai sens du mot, qui n'ont pas eu de parcours sulfureux. C'est très important. C'est très important. Et ça apprendra aux gens de se battre sur base des valeurs. Et puis de mieux choisir les personnes. Pas de trafic d'influence, pas, je ne sais pas moi, d'intimidation, pas d'immoralité. Il y a la fonction éthique attachée à notre quête du rêve. Le rêve congolais que nous voulons bâtir, c'est pas un rêve congolais bâti sur la magouille, bâti sur, je sais pas moi, tout ce qu'il y a comme antivaleur. C'est très important qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je parlais du Vadmekoum, du changement de mentalité. C'est un contenu complexe. Après 60 ans d'indépendance, je crois qu'on devait commencer par là. Le chef de l'État l'avait dit dans son discours pour les 100 jours. Il a dit, les antivaleurs, j'allais dire, ont tellement pris les déçus. Donc aujourd'hui, oui, mais c'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Autant ça a pris les déçus, autant on peut trouver des solutions. J'insiste, j'étais en train de dire que le chef de l'État le disait dans son discours du programme de 100 jours. Il a commencé par insister que le premier chantier, c'est l'homme congolais. Parce que nous ne devons pas être dans un pays où, à la fin du mandat, un chef de l'État doit s'exclamer en disant mon plus grand échec, c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Mais est-ce que tu avais prévu de changer l'homme congolais? Que ce soit dans les 5 chantiers, que ce soit dans le programme de révolution de la modernité, il n'y avait aucun volet qui disait programme, chantier, changer l'homme congolais. Tu ne peux pas t'exclamer de non-aboutissement d'un résultat que tu n'avais pas prévu au départ. Dans la programmation, dans tout projet, on ne peut pas s'attendre aux résultats qu'on n'a pas prévus. L'évaluation s'est faite sur les objectifs de départ. Donc, on doit avoir comme objectif de départ bâtir l'homme congolais. Après 60 ans, tout le monde, sans exception, devrait se remettre en cause. Moi, le premier. Vous comprenez? Nous sommes où? Nous avons failli. Ne jetons pas seulement l'erreur sur Mobutu avec sa dictature. Ne jetons pas seulement l'erreur sur Kabila avec ses 18 ans. Ne jetons pas seulement l'erreur, je ne sais pas moi, sur, je sais pas moi, qui a arrêté les gens, l'ANER ou tout ça. Remettons la pendule à l'heure. Au lieu d'être émotifs, réfléchissons de façon froide. Nous sommes où? Parce que généralement, nous avons tendance à accuser les autres. Non, le mauvais, ça doit être X. Le mauvais, ça doit être Fayoulou. Le mauvais, ça doit être Tshisekedi. Le mauvais, ça doit être Bemba. Oh non, la jeunesse congolaise. En fait, regardons-nous dans le miroir, avec sincérité. Posons les jalons d'un pays plus beau qu'avant. Ces jalons-là partent par le rétablissement des valeurs humaines, les valeurs patriotiques, les valeurs morales et éthiques. Dire aux gens qu'on peut réussir sans tricher. Dire aux gens qu'on peut réussir sans être les cousins d'eux. Dire aux gens qu'on peut réussir sans compromission. Dire aux gens qu'on peut réussir sans faire le blanchiment d'argent. Que les jeunes qu'on chante dans la musique, mais qui ont comme travail, ils sont en train de craquer les comptes en banque de gens, mais c'est eux qu'on chante. Mais après, nous devrons rentrer en tant qu'humains, en tant que peuple, en tant que nation, pour se dire où sont les valeurs du Congo. Donnons des noms à ces valeurs. Déterminons les limites de ce que nous avons comme valeur. Faisons un vadmekoum du changement de mentalité et nous aurons bâti sur un bon fondement. Tout ce qui a eu des frustrations, tout ce qui a eu des problèmes, mettons ça de côté, mais regardons dans la bonne direction. Non pas dans le sens de se distribuer les postes, comme j'ai entendu, parce qu'aujourd'hui la chanson c'est qu'on fasse un dialogue et tout ça. C'est vraiment des choses qu'il ne faut pas léguer à la jeunesse congolaise. Il faut apprendre à poser des vraies questions. Quand on pose des vraies questions, on a des vraies réponses. Sinon, en fait, on va faire des revendications qui n'ont ni tête ni queue, comme celle qu'on a vue dernièrement. Tout le monde est allé dans la rue, chacun à son tour. Mais en réalité, personne n'a... On ne sait même pas pourquoi les gens marchent. Les gens disent, bon voilà, on veut la réforme de la CENI. La réforme de la CENI, ça s'est regardé aussi en face. Quel est ce monsieur qu'on va mettre à la CENI aujourd'hui qu'un camp ne dira pas qu'il est de l'autre camp? C'est compliqué. Alors, il faut froidement se regarder dans les yeux. Est-ce que nous mettons notre fierté de souveraineté, entre guillemets, de côté et qu'on prend quelqu'un qui ne soit pas congolais ou soit qu'on crée une sorte de triumvirat? Un Congolais, quelqu'un de l'Union africaine, quelqu'un des Nations Unies, pour qu'il dirige, même pendant 2 ans, une CENI qui ne soit pas colorée, que ça nous permette d'avancer. Parce que qui est-ce qu'on va nommer aujourd'hui
que la Mouka ne dira pas qu'il est proche de l'UDPS, que FCC ne dira pas qu'il est proche de la Mouka, que X ne dira pas qu'il est des impérialistes, ça sera compliqué. Mais toutes ces questions, on les prend tellement avec complaisance. 60 ans après, on a les mêmes pratiques, les mêmes méthodes qu'en 60. Les clergés, y compris des confessions religieuses, finalement, on ne sait même pas quel est notre modèle. Voilà. Alors, en tant que peuple, on doit Kabelo, faire un temps d'arrêt. Voilà, merci beaucoup. Il nous reste que 10 minutes. On va revenir à vous pour que vous puissiez nous dire concrètement qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que cette jeunesse congolaise peut faire pour se prendre en charge. Mais voilà, il y a quand même les membres de la RDC+, avec nous sur ce plateau. Je vais commencer par madame à côté de moi. Si vous pouvez me donner votre nom, vous présenter. On vous appelle comment, madame? Merci, moi c'est Joël Ngoï. Voilà, vous êtes membre de RDC+. Eh bien, voilà, avant de donner la parole aux autres, je voudrais quand même savoir, madame, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir membre de RDC+, d'adhérer à cette vision? Devenir membre de RDC+, ce n'était pas un hasard, parce que déjà, après tous ces temps, nous avons passé dans ces pays, nous n'avons plus des enfants, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons vécu beaucoup de choses, nous savons la réalité politique aussi, nous savons la réalité sur le terrain. Et il fallait se créer un chemin. Ouais. Et pour ça, il ne faut pas faire du genre, vous faites des choix au hasard, parce qu'il y a des jeunes qui tombent dans beaucoup de choses, qui leur créent trop de problèmes. Et alors, il fallait réfléchir. Nous n'allons pas suivre la masse à tout moment, nous n'allons pas faire du genre... Être utilisé à tout moment. C'est ça, à tout moment. Ouais. Nous avons intérêt à faire un choix précis et clair qui ne va pas bénéficier qu'à nous et à des générations futures aussi. C'est pour cela que j'ai choisi RDC+, parce qu'avec RDC+, on n'a pas à chercher des repères, mais on se forme pour être des repères seuls. Ok, merci beaucoup, madame. Bien dit, et à côté de vous. Bonjour, monsieur, on peut connaître votre nom? Bonjour. Et voilà. Moi, c'est Jonathan Akambo. Ok, monsieur Jonathan, vous êtes également membre de RDC+. Oui, oui. Voilà. Et ben la même question, et après je vous poserai une deuxième question. Pourquoi avez-vous adhéré à la vision de RDC+? J'ai adhéré à la vision de RDC+. Premièrement, j'ai compris que des coups d'érage sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, ne pourraient pas changer les choses. Alors, nous, la jeunesse, nous aimons le changement, nous aimons vivre comme en Occident, tout ça. Mais pour changer, personne ne veut passer à l'action pour changer. Alors moi, j'ai choisi RDC+, pour être exactement dans les camps de ceux-là qui veulent que les choses, qui travaillent pour que les choses changent. Alors je ne pouvais pas aussi intégrer n'importe quel parti. J'ai voulu intégrer un parti qui prône des valeurs que moi je soutiens, parce que la plupart de nos partis sont axés sur des personnes. Alors j'ai décidé de choisir un parti axé sur une idéologie et sur des valeurs là que tout le monde pourra aimer. C'est pour ça que j'ai décidé d'intégrer RDC+. Ok, d'accord. Alors, un petit conseil à cette jeunesse qui vous suivent, hein, qui sont tout le temps, qui sont pour comme à l'Assemblée, oui, qui sont contre moi et qui s'abstiennent pour moi. Donc, voilà, vous au moins, vous avez choisi un parti par rapport à votre vision, par rapport également à vos compétences. Et cette jeunesse qui est à la maison, qui ne sait pas quels sont ses voués, qu'est-ce qu'on pouvait dire à cette jeunesse qui ne savent pas se prendre en charge? S'il faut lancer un message à la jeunesse, j'aimerais dire à la jeunesse de cultiver la confiance en soi. Notre avenir dépend de nous. On ne peut pas laisser à d'autres personnes s'occuper de notre avenir. Si nous confions notre avenir aux gens des politiciens que nous avions connus depuis beaucoup d'années ici, c'est regrettable. Nous allons vivre les mêmes réalités. Si nous voulons vivre d'autres réalités que ce que nous vivons aujourd'hui, si nous voulons que nos enfants à nous vivre d'autres réalités, il nous faudra à nous, la jeunesse, d'identifier notre mission et de se mettre à accomplir cette mission. Donc, prenez courage, ne tenez pas compte de votre âge, quoi, vous pouvez faire quelque chose, peu importe, petite que soit votre action, où que vous soyez, peut contribuer à l'avancement de ces pays. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez faire quelque chose pour le progrès de notre pays, il ne faut pas hésiter. C'est ça le message. Merci beaucoup. À côté, vous pouvez passer le micro. Bonsoir, bonjour. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme David Harveil et Simon Dakou. Voilà, monsieur David, est-ce que vous croyez en l'avenir du Congo, hein, malgré les tableaux noirs qu'on dresse aux 60 ans de l'indépendance? Si, bien sûr, je le crois, parce que si je ne le crois pas et si je ne me mets pas en action, qui le fera à ma place? Ok. Donc, merci beaucoup. Mais vous également, vous êtes dans RDC+. Qu'est-ce qui vous a motivé d'ailleurs à adhérer à cette vision de RDC+? En fait, ce qui m'a motivé, premièrement, c'est la manière dont nos politiciens, je dirais nos pères, où, au lieu de nous enseigner,
réellement le sens de la politique et comment gérer le pays. Ils ont préféré nous instrumentaliser ou bien au profit de leur famille et de leurs intérêts. Et deuxièmement, c'est par rapport à l'adage qui dit « si jeunesse savait, vieillesse pouvait ». Et alors je me suis dit, je suis jeune, si peut-être je me réveillais pour faire quelque chose, si Lumumba avait fait quand il était jeune et pourquoi pas moi, le faire aujourd'hui et tracer un chemin qui sera avantageux pour ceux qui viendront après nous. Merci beaucoup, madame à côté. Votre nom, s'il vous plaît? Et la même question, hein? Je réponds au nom de Sephora Banzéani. C'était la question de savoir pourquoi pourquoi avez-vous adhéré à la vision de RDC+. Au fait, une fois j'étais chez moi, je crois dans ma chambre, j'étais en train de réfléchir sur la RDC, l'avenir et le passé. J'ai eu à poser un regard rétrospectif sur... j'ai pensé au fait sur la vie de père de l'indépendance. Je me suis dit, à leur époque, il y a beaucoup d'entre eux n'étaient même pas des universitaires. Alors qu'à leur époque ou à leur temps, ils ont quand même eu l'opportunité de donner l'indépendance au pays. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est tellement chanceuse qu'on a fait de grandes études. Certains ont pu voyager partout ailleurs. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous faisons pour avoir un Congo meilleur, pour accomplir un rêve, atteindre l'idéal, comme le dit souvent notre cordon? Je me suis dit, j'ai une vision, d'où je dois aussi avoir mes valeurs. Je ne peux pas aller à côté d'une personne qui n'a pas de valeurs. Comme notre cordon a toujours soutenu les valeurs, je me suis dit, il serait mieux pour moi, pour m'approprier de mon destin, d'être à côté de ces messieurs. Et quelque chose de très important. On doit avoir la jeunesse qui sait dire non. Pas être comme de marche-pied, soutenir certaines personnes pour leurs intérêts propres et qui ne pensent même pas à l'avenir de la République. Merci beaucoup, madame. Et monsieur à côté, votre nom, s'il vous plaît? Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Childéric Landou. Pourquoi vous avez adhéré également à la vision de RDC+? Oui, justement parce que RDC+ croit à un idéal. RDC+ croit à un changement. RDC+, comme vous l'avez dit avant, 60 ans après l'indépendance, c'est quand même aujourd'hui se positionner en un cadre. C'est un cadre politique qui croit en la jeunesse et en l'avenir radieux de ces pays. Alors, au regard de son idéologie politique, au regard de ses valeurs, au regard de sa vision politique, je ne pouvais pas hésiter en tant que jeune qui croit également à un changement, qui croit au développement, qui croit qu'un jour ces pays pourra émerger et en fait devenir aussi un grand pays dans les concerts des nations. Et en ce qui concerne l'implication de la jeunesse, donc sur tout ce qui se passe dans ce pays et tout ça, donc vous pensez que cette jeunesse connaisse leurs droits? Donc est-ce que, parce que vous êtes jeune également, nous vivons dans la capitale de ce pays qui est la RDC, pensez-vous que nous, en tant que jeunes, nous connaissons nos droits? Oui, la jeunesse... D'une manière générale. De manière générale, oui. D'autant plus qu'il y a, en fait, déjà notre sens d'engagement de pouvoir adhérer dans RDC+, prouve à suffisance que nous sommes aussi assez conscients de nos responsabilités, de nos droits et de nos devoirs envers les pays. Et aujourd'hui, oui, je crois certainement que la jeunesse peut quelque chose. La jeunesse est prête à faire quelque chose pour le pays. Voilà. Merci beaucoup. Revenons à M. Jean Kandolo. Qu'est-ce qui manque d'ailleurs à cette jeunesse congolaise de se prendre en charge? Et puis parce que nous tendons, parce que vous parlez tellement mieux, et puis vous avez beaucoup de matière comme ça, et nous, on vous laisse vraiment le temps de vous exprimer. Alors,
Monsieur Ejon Kondolo, en tant qu'opérateur du développement et opérateur politique, comment vous vous préparez pour prendre la relève? Très bien, merci beaucoup. Très belle question. Comment on se prépare? J'aimerais ici dire une chose. Il ne faut pas que nous puissions croire qu'on aura pitié de nous parce qu'on est des jeunes. Ça, c'est la première des choses. Oui. C'est très important. Je salue beaucoup aujourd'hui le regain, le sursaut patriotique qu'il y a dans beaucoup de jeunes. Hein. Il y a un constat qui a été fait. Je crois que j'étais ici, la dernière fois que j'étais dans l'émission, ici, on avait parlé aussi de comment les jeunes ont eu une gifle aux élections de 2018 par rapport à leur représentativité et tout ça. Mais il y a quelque chose d'assez positif. C'est vrai que chacun y va comme il veut, mais c'est déjà important. Il y a un sursaut et vous remarquerez que de plus en plus, il y a plusieurs mouvements des jeunes. Je discute avec des jeunes qui étaient dans des mouvements citoyens qui te disent « Niet, on a fait notre part ». Pour les uns, c'était les départs de Kabila. Pour les autres, c'était l'avènement de la démocratie. Même si ce n'est pas encore ce qu'ils pensaient, ils se disent « Mais il est important ». Que nous puissions passer de l'autre côté parce qu'on peut avoir des idées. Mais si on reste dans une sorte de groupe de pression, ces idées ne pourront toujours pas être mises en place. Aujourd'hui, j'ai salué plusieurs jeunes. J'ai vu des mouvements comme par exemple J23, des Haut-Voidy, j'ai vu des jeunes partis politiques naître. Il y a par exemple Force Patriotique d'Honoré Mvula. J'ai vu l'autre jeune Michel Mouika avec son parti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de partis qui avaient été aussi créés avant les élections, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas participé aux élections. Je parlais de Michel Mouika avec son parti. Je parlais de mon ami Godefroy Monaboitou. En fait, il y a de plus en plus des jeunes. Je parle aujourd'hui, il y a la nouvelle pensée de Andy Bemba, qui n'est pas forcément un parti politique, mais tout ça, c'est en fait des mouvements. J23, bien au contraire, c'est un mouvement clairement qui dit qu'ils vont se présenter aux élections de 2023. Donc, ils mobilisent la jeunesse pour que, d'une façon ou d'une autre, les forces soient mutualisées. Et c'est dans ces contextes que nous, ça fait plus d'une année que nous avons fait pour la première fois une grande activité. C'est vrai que cette année, avec le Covid et autres, on n'a pas fait une activité grandiose. L'année passée, en marge de 59 ans d'indépendance, on a fait une très grosse activité à Chaubeuse pour réfléchir effectivement sur la place de la jeunesse vis-à-vis de tout ce qu'il y a ici. Alors, RDC+, se positionne dans cette vague de courant, mais avec sa particularité. Pourquoi on n'est pas avec les autres dans d'autres mouvements? Il y a d'autres qui ont peut-être légèrement commencé avant nous, mais plusieurs sont venus après nous, et puis après, chacun a son approche. Ce qui est important, moi je discute avec beaucoup de jeunes, l'idée c'est qu'on puisse contourner la question, si jamais la Constitution n'est pas changée avant, cette fameuse question de seuil, qui évite que les jeunes ne puissent pas aller se présenter en indépendant, parce que si tu pars en indépendant, tu ne vas pas passer. Il est plus qu'important aujourd'hui qu'il y ait une relève. Parce qu'avec le tableau que nous avons peint, il y a un besoin. Les Lumumba, ils étaient dans la trentaine et tout ça. Donc on ne peut pas avoir une excuse et se dire que bon, voilà, ce sont des politiciens qui... Mais signale que nous sommes quand même arrivés à la fin de l'émission. Alors c'est important que RDC+, se dit, nous, notre focus, c'est faire du Congo une terre fertile où on peut s'aimer ses rêves et les voir se réaliser. Et par conséquent, on investit dans l'homme, dans les valeurs. Et on dit que chacun devrait développer les compétences qu'il a. Parce que nous sommes dans une approche libérale, où on veut qu'il y ait une compétitivité, où un Congo où il y a les chances égales pour les filles et les fils du Congo, de compétir à tous les niveaux, où il n'y a pas de discrimination, où la compétence est mise au devant, en lieu et place du tribalisme, du clientélisme, de je ne sais pas moi, autre antivaleur, qui fait que les gens se retrouvent là où il ne fallait pas être. Nous voulons qu'il y ait des hommes et des femmes qu'il faut, au lieu que nous puissions avoir des hommes et des femmes par défaut, juste pour les besoins des quotas ou bien des symbolismes. C'est très important que les gens sachent que le Congo... à cette jeunesse congolaise. Mais le mot d'espoir reste le même. Je dis, RDC+, veut faire du Congo une terre fertile où on peut s'aimer ses rêves et les voir se réaliser. Et cela est possible maintenant et même après. Un numéro de contact pour toute personne... 081 291 qui voudront adhérer 46 31. 081 291 46 31.
c'est le numéro qu'on peut contacter. En fait, c'est le numéro qui me vient en tête le plus possible parce qu'on n'avait pas prévu ça. Les gens risquent de croire qu'on était venu faire la publicité de trucs. De toutes les façons, les bonnes choses là où elles sont, elles savent attirer les choses. Avec les histoires des publicités, on a eu beaucoup d'infiltrés, je vais te faire rire. Hein. On a eu des gens qui étaient, comme ces jeunes ici ont toujours été très mouvementés. On nous a envoyé des jeunes des partis qui se sont enracinés ici avec des mauvaises habitudes. Ils nous ont infiltrés au plus haut point de RDC+, mais on a démantelé progressivement. Mais après, c'est des bonnes guerres. Partout ailleurs, ça existe, des infiltrations pour savoir ce que vous faites. Mais après, on réajuste avec des stratégies. Mais le numéro, il est là, les gens peuvent appeler, mais après, c'est vrai qu'on est appelé à mobiliser l'ensemble de la jeunesse congolaise pour la relève et pour un leadership alternatif, mais en même temps, dans le circuit stratégique, hein, on est très sélectif parce que c'est très important. Donc, on ne court pas derrière... Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci, voilà, monsieur Eugène Kandolo, donc, qui est acteur de développement et opérateur politique, hein, d'avoir répondu d'ailleurs à cette invitation. Merci également aux membres de la RDC+. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention et votre fidélité à cette émission. Merci également à la grande équipe technique, Yves Mukendi, qui était derrière les caméras, Papi Sunda à la réalisation d'ailleurs de cette émission, et merci également à Padou Bomboussa au montage. Fidèles téléspectateurs, le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et bonne chute de programme sur Canal Numérique Télévision.